Je suis heureux d'être à Vaux-en-Velin, qui a attiré l'attention de toute la France, comme d'autres villes de France, au sujet de problèmes récurrents, des problèmes souvent mal posés, et donc un problème mal posé ne saurait recevoir de réponse adéquate. Je reçois de toute la France, mais aussi de toute l'Europe, des invitations semblables à celles que vous m'avez adressées. Je signale cela d'emblée pour vous dire qu'il y a une très forte demande, non seulement en France, mais en Europe. Car dans toute l'Europe, et principalement l'Europe des 12, bien sûr, les mêmes problèmes se posent et les sociétés européennes se trouvent prises au dépourvu devant ces problèmes parce que la présence des musulmans dans toutes ces sociétés ramène à la surface, dans l'actualité publique, le problème religieux, le problème de la religion. Or, historiquement, l'ensemble des sociétés européennes, et tout particulièrement la société française, la pensée française dont nous allons parler, vivent sur l'idée que la question religieuse est résolue. Elle est résolue depuis la Révolution française. Et elle est résolue encore plus institutionnellement, juridiquement, en France, mais aussi ailleurs en Europe, par la loi de 1905, qui dispose des relations entre l'Église en tant qu'institution de pouvoir, et pas seulement en tant qu'instance spirituelle, et l'État, qui est évidemment instance de pouvoir. Et dans cette séparation, il s'agit d'un compromis, comme on dit, lorsqu'on étudie justement la question de la laïcité, un compromis qui confère à l'Église la gestion d'un espace privé, l'espace privé de la conscience, tandis que l'État est en charge de la gestion de l'espace public. C'est pour cela qu'en France, les cultes sont confiés à la responsabilité du ministère de l'Intérieur, qui a la charge de l'ordre public, des affaires intérieures. Il n'est pas confié au ministère de la Culture. Il n'est pas confié au ministère de l'Éducation nationale, car on pourrait concevoir cela aussi. Et je le signale d'emblée parce que on va voir que c'est important. C'est une décision importante. En Belgique, la gestion du religieux est confiée au ministère de la Justice. C'est presque la même chose. Il s'agit du contrôle toujours de l'espace public. Et dans toute l'Europe, donc, depuis le XVIIIe siècle, il y a ainsi des négociations qui se sont poursuivies. Et on a abouti, selon les pays européens, à des compromis divers, où la religion occupe des situations variées. Par exemple, en Allemagne, l'État perçoit un impôt
Et les citoyens allemands qui sont croyants, qui affirment leur appartenance à l'Église, protestante ou catholique, payent un impôt qui est recueilli par l'État et qui est redonné aux églises par l'État. Chose inconcevable en France. En Allemagne, comme en Angleterre, comme en Hollande, les universités comportent des départements de théologie, au même titre que des départements de philosophie ou d'histoire, ou de sociologie, ou de sciences physiques, qui sont payés par l'État. En France, la chose n'existe pas. Les départements de philosophie, de théologie, l'enseignement de la théologie, depuis la séparation, et même avant, depuis 1880, la création en France de l'école des hautes études pour les sciences religieuses, qui a été créée précisément pour donner une place d'enseignement de l'histoire des religions en compensation de la suppression officielle de l'enseignement de la théologie dans les universités. Vous voyez donc que si nous regardons l'espace européen, il y a une constante. La constante, c'est la négociation avec l'Église, je le répète, comme instance de pouvoir et instance d'autorité spirituelle pour gérer la question de la religion qui relève de la conscience et l'État qui gère tous les problèmes de la cité et de l'ordre public, y compris, comme vous le voyez, de l'éducation nationale. Voilà pourquoi il est nécessaire, je crois, de s'appesantir sur l'histoire de ces compromis qui ont été réalisés dans les différents pays européens et qui ont abouti à une paix réelle en matière de religion dans les pays européens. Une paix si profonde que c'est l'Église aujourd'hui qui se réjouit de cette indépendance acquise vis-à-vis de l'État. Elle s'en réjouit et elle défend même cette position. Je vous rappelle un événement qui a eu lieu en France et qui donne à réfléchir. Le 12 décembre 1989, dernier acte de la célébration du bicentenaire de la Révolution. Le gouvernement et François Mitterrand, président de la République, décident, pour ce dernier acte du bicentenaire, de faire entrer au Panthéon l'abbé Grégoire. Geste symbolique, s'il en est, de la part de l'État. Pourquoi l'abbé Grégoire? Parce que l'abbé Grégoire, qui appartient donc à l'Église catholique pendant la Révolution, a pris des positions de conciliation entre la nouvelle France, le nouveau régime, la nouvelle pensée politique et aussi la nouvelle pensée philosophique qui s'ouvrait en France avec la Révolution. D'une part, et d'autre part, la pensée de l'Église, liée donc à la théologie catholique, qui a ses positions sur le pouvoir, sur l'organisation du pouvoir politique. Et l'abbé Grégoire avait travaillé, entre autres, à l'émancipation des Juifs sous la Révolution. Mais l'abbé Grégoire avait été dans cet effort de conciliation entre les deux attitudes devant les problèmes de la cité et le problème de la religion, il avait été jusqu'à voter
la constitution civile du clergé que voulait la Révolution. Or, vous savez que l'Église avait résisté à cette attitude-là parce que cela voulait dire que la religion était totalement étatisée, soumise à l'État, puisque la nomination des évêques ou des cardinaux devait être agréée par l'État selon la loi de constitution civile du clergé, ce qui porte atteinte à l'indépendance spirituelle de l'Église à laquelle l'Église tenait. C'est pourquoi le cardinal Lustiger a refusé d'assister à la cérémonie officielle le 12 décembre 1989. Ceci nous signale un débat fondamental qui n'est pas clos, qui n'est pas terminé et qui ressurgit à la faveur d'initiatives importantes comme celle que je viens de citer. Et ce débat important qui est au cœur à la fois de la pensée religieuse, qu'elle soit catholique, protestante, islamique, maintenant juive. Je dis maintenant juive. Pourquoi? Parce que les Juifs, jusqu'en 1948, jusqu'à la création de l'État d'Israël, n'avaient pas à affronter ces problèmes liés à la séparation des instances du religieux et du politique. La religion juive a été vécue au sein de minorités et a soutenu les minorités juives dans des conditions historiques très difficiles, comme nous le savons, en particulier dans les pays chrétiens, mais elle n'a pas eu à affronter ces luttes de pouvoir à pouvoir qui ont commencé dans tout l'espace où s'est répandue la religion chrétienne, parce que, comme nous le savons, l'Église est une institution qui gère à la fois le pouvoir, qui a géré à la fois un pouvoir temporel, politique, et un pouvoir spirituel. C'est pour cela que la tension entre le pouvoir d'essence religieuse détenu par l'Église et le pouvoir d'essence politique détenu par l'État dans les pays européens a abouti progressivement au cours des siècles, je n'ai pas le temps de refaire cette histoire, a abouti partout à ces compromis ou à ces concordats, comme on les appelle aussi, avec le Vatican. Et cette évolution historique de très grande importance qui caractérise la pensée européenne, et je le répète, j'insiste, en particulier la pensée française, a donné lieu à cette répartition des responsabilités, des tâches que nous connaissons aujourd'hui. Et vous voyez donc que ce que nous appelons la laïcité pose des problèmes extrêmement importants de la légitimité et des moyens de légitimer le pouvoir politique qui, jusqu'en 1789, en France et ailleurs en Europe, a été légitimé par l'intervention de l'Église. Rappelez-vous, en France, le roi, pour être légitimé et qui était de droit divin, était sacré à Reims. Et en Angleterre, jusqu'à nos jours, la reine d'Angleterre est encore la représentante de l'Église anglicane. Donc, l'événement de la grande Révolution française a consisté à mettre fin à la légitimation du pouvoir par l'intervention de l'Église et à transférer la source de la souveraineté politique de l'Église, du droit divin,
à la souveraineté populaire, ce qui a donné lieu à tout le droit constitutionnel qui s'est développé dans tous les pays européens et qui constitue aujourd'hui le fondement juridique de ce que nous appelons la démocratie. Et j'insiste, comme insistent les historiens, sur le fait que ce qui s'est ainsi passé depuis le XVIIIe siècle, grâce à l'intervention d'une pensée philosophique européenne, qui a affronté la pensée théologique concurrente développée à l'intérieur de l'Église. Je pense au philosophe anglais John Locke, je pense à Hobbes, je pense bien sûr aux philosophes français du XVIIIe siècle, qui ont préparé par une réflexion philosophique, en affrontant la manière théologique de poser la question du politique et en distinguant la manière théologique de la manière philosophique de poser la question du politique. Il y a donc eu une longue préparation intellectuelle et culturelle qui aboutit à cette séparation dont je parle. On peut même remonter en Europe jusqu'au XVIe siècle, où se sont déroulés deux événements extrêmement importants que vous avez tous appris à l'école, mais je tiens à faire ressortir l'importance de ces événements et vous allez voir ensuite ce qui va se passer pour l'islam et ce que nous allons dire au sujet de l'islam. C'est l'islam devant la pensée française. Et à travers la pensée française, devant la pensée européenne. Et je souligne en passant que le sujet ainsi libellé, l'islam devant la pensée française, n'a, à ma connaissance jusqu'à présent, été traité de façon sérieuse, approfondie, par aucun ouvrage que je connaisse. Ce qui vous signale à quel point nous sommes dépourvus. Quand je dis qu'il n'a pas été traité comme il se doit, je veux dire qu'il n'y a pas eu une étude historique comparée, comme je vais essayer de la présenter devant vous, une étude historique comparée du développement de la pensée islamique d'un côté et du développement de la pensée française et à travers elle, je le répète, il ne faut jamais l'oublier, de la pensée européenne parce qu'elles sont solidaires, pour comprendre les enjeux aujourd'hui des problèmes qui nous divisent jusqu'au meurtre. Et malheureusement, ces problèmes-là ne sont pas expliqués à l'école comme ils doivent l'être. Ils ne sont même pas expliqués à l'université comme ils doivent l'être. Je dis bien à l'université, sauf quelques exceptions où il y a quelques professeurs, bien sûr, dans les départements où l'on enseigne un peu l'islam et la pensée islamique, mais je connais bien le sort de ces départements. Je les appelle des KGB, c'est-à-dire des petits coins où nous recevons quelques étudiants, pas beaucoup, qui s'intéressent à ce secteur-là, alors que cet enseignement, par exemple, ce sujet que je traite devant vous, devrait être traité dans les départements de philosophie, où il y a beaucoup d'étudiants, français et autres. Il doit être traité dans les départements d'histoire, car il s'agit de l'histoire de la pensée. Ils doivent être traités dans les départements d'anthropologie et de sociologie. Vous voyez? Et non pas dans un petit département d'études orientales où, je le répète, nous avons un public extrêmement restreint alors qu'il s'agit de s'adresser à un public large. Vous êtes là pour en témoigner.
Je souligne cela en passant. Et vous voyez que c'est un problème important, puisque nous nous trouvons aujourd'hui devant un vide conceptuel. Nous nous trouvons devant un vide d'information sur, encore une fois, les enjeux de cette histoire de la pensée concernant les positions de chaque religion, certes, mais plus généralement les positions du phénomène religieux, car ça concerne toutes les sociétés humaines. Ça ne concerne pas seulement les chrétiens et les musulmans. Il y a des religions partout, et partout, la confrontation entre la théorie religieuse du pouvoir et la théorie philosophique laïque du pouvoir se pose de la même façon. Voilà pourquoi il y a un aspect anthropologique, c'est-à-dire général, du problème en question. Donc, l'affrontement historique qui a eu lieu remonte jusqu'au XVIe siècle. Les deux événements que je voulais mentionner devant vous, vous allez voir que c'est très important. C'est la Renaissance comme mouvement culturel et intellectuel en Europe. Qu'est-ce que c'est que la Renaissance? C'est la redécouverte de l'Antiquité grecque et romaine. Or, l'Antiquité grecque et romaine a développé une culture, et les Romains en particulier, une culture juridique. Les Grecs, une culture philosophique d'une extrême richesse dans le contexte d'une religion polythéiste, pas dans le contexte d'une religion monothéiste révélée. Ça fait une très grande différence. Et voilà pourquoi la redécouverte de cette antiquité grecque et romaine, dans ses dimensions juridiques aussi bien que dans ses dimensions artistiques, architecturales, poétiques, etc., a constitué un événement intellectuel de première grandeur, puisque jusque-là, les sociétés européennes avaient vécu dans le contexte d'une Église catholique qui répandait une conception de la gestion de la société à partir de la pensée théologique telle que les théologiens chrétiens l'ont construite, en particulier à partir du XIIe et du XIIIe siècle. Donc vous voyez, il y a là une irruption de possibilités intellectuelles qui avaient été ignorées jusque-là. Deuxième événement important, c'est l'apparition du protestantisme avec Luther. Et le phénomène luthérien a joué également un rôle important dans le fonctionnement de la religion chrétienne dans les sociétés européennes. Pourquoi? Parce que l'Église catholique est fondée sur le magistère doctrinal détenu par une hiérarchie que nous connaissons avec le pape et les évêques. Et c'est ce magistère détenu par le pape et les évêques qui fixe la doctrine orthodoxe de l'Église catholique et qui, par conséquent, gère à la fois le domaine du spirituel et du temporel, puisque le temporel dépend, comme je vous l'ai dit, de l'intervention du spirituel pour lui donner une légitimité de droit divin. Avec Luther apparaît le droit de libre examen conféré à chaque croyant. Chaque croyant peut lire la Bible et peut entrer dans le débat. Ça n'est plus un magistère qui va fixer
la doctrine orthodoxe. Ensuite, le protestantisme va lui-même créer une hiérarchie et une administration et une théologie, mais ça, c'est le sort de toutes les religions. Il n'empêche qu'il y a là un événement intellectuel extrêmement important, et nous savons la différence qu'il y a entre les protestants et les catholiques, justement, puisque les protestants vont s'engager très vite du côté de la modernité, surtout là où ils sont minoritaires comme en France, qui les a persécutés pendant longtemps. Bon, voilà donc deux événements extrêmement importants qui caractérisent, vous le voyez, l'évolution en profondeur de la pensée en Europe, car cela se passe dans toute l'Europe. Voilà pourquoi il y a une unité historique de l'évolution de la pensée en Europe à l'égard de tous ces événements-là. Je passe sur donc le développement qui a eu lieu après le XVIIIe siècle et je signale seulement en ce qui concerne la France l'existence de ce qu'un historien du catholicisme en France, qui s'appelle Émile Poula, appelle les deux France. Il y a deux France. Une France qui reste fidèle à cette définition qu'on donne souvent de la France, qui est considérée comme la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire qui reste fidèle à la tradition d'enseignement chrétien, surtout sous sa forme catholique, comme dans les pays latins, l'Italie, l'Espagne. Et l'autre France, celle qui est issue de la Révolution, la France que nous nommons aujourd'hui républicaine et laïque, mais qui est née essentiellement à partir, institutionnellement tout au moins à partir de la Révolution. Et ces deux France-là se sont développées et continuent de s'exprimer. Et personnellement, j'ai ressenti hier, dans les propos du président François Mitterrand, justement la présence de ces deux France. Il disait qu'il est né et qu'il a été éduqué dans une famille française petit bourgeois catholique. On ne peut pas lui reprocher d'être né dans une famille catholique, il porte ça en lui. Et ça l'a nourri, comme ça a nourri de nombreux Français. Et néanmoins, il est devenu républicain par son évolution personnelle, comme il l'a expliqué. Et à mes yeux, il représente justement un effort de conciliation pour lui-même, dans sa trajectoire personnelle, comme cela arrive pour beaucoup de personnes en France, avec un développement de conviction qui relève de sa vie privée, de sa conception privée, et puis une évolution et une affirmation de sa personnalité dans le domaine public, qui recueille tout l'héritage de la République et tout l'héritage de la conception laïque de la gestion de l'espace public. Voilà un exemple, il y a évidemment beaucoup d'autres exemples de ce type. Bien, j'en ai peut-être assez dit, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire au sujet de la pensée française. Mais je vais passer à l'examen maintenant de la pensée islamique et essayer de montrer comment se situe la pensée islamique devant la pensée française, la pensée européenne, qui, comme vous le voyez, a introduit dans l'histoire générale de la pensée une attitude qu'on ne peut pas qualifier, comme beaucoup de musulmans le font, qualifier simplement d'occidentale et dire que la pensée islamique est radicalement différente et n'a rien à voir avec cette expérience occidentale. Et donc, la pensée islamique peut continuer à se développer selon ses sources propres, sans se référer en quoi que ce soit à ce qui s'est développé en Europe depuis le XVIe siècle, depuis le XVIIIe siècle. Cette attitude-là, que l'on entend souvent, en particulier depuis les 20 à 30 dernières années, dans un grand nombre de pays musulmans et dans la bouche de beaucoup de musulmans,
cette attitude-là ne peut pas être acceptée sur le plan de l'histoire générale de la pensée des hommes. Pourquoi? Parce que les problèmes que je viens de vous exposer concernent des situations que l'on retrouve dans toutes les sociétés humaines, les plus anciennes, les plus traditionnelles, les plus archaïques, comme les plus modernes et les plus sophistiquées d'aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui reviennent tous à la légitimation du pouvoir politique en société. Comment légitimer le pouvoir politique exercé par l'État en société de telle façon que les citoyens puissent obéir à ce pouvoir en se référant à cette légitimité, en acceptant cette légitimité. Il n'y a pas de société qui se passe d'instruments de légitimation, de valeurs de légitimation. Légitimation de l'éthique, qui est partagée par les membres de la société, légitimation du droit, qui gère les relations sociales dans les sociétés, légitimation du pouvoir politique, encore une fois, détenu par l'État, qui est chargé justement d'appliquer le droit en particulier, mais le droit est toujours fondé sur une éthique qui elle-même doit être justifiée soit par des références religieuses, soit par des références philosophiques. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'Occident et d'Orient. Il n'y a pas d'Asie et d'Afrique. Il n'y a pas de tiers-monde et de premier monde. C'est un problème général. Et vous allez voir que nous allons le rencontrer dans la tradition musulmane exactement comme nous l'avons rencontré dans la tradition chrétienne et dans la phase, disons, chrétienne de l'histoire des sociétés européennes, comme nous le rencontrons dans la phase démocratique, républicaine, révolutionnaire, laïque des sociétés européennes. Alors la pensée islamique. Premièrement, on confond couramment et de plus en plus islam et pensée islamique. Et aujourd'hui, le mot qui nous envahit partout et qui domine absolument toute la perception de notre environnement politique, social, historique, c'est le mot islam. L'islam est partout. L'islam est responsable de tout. L'islam doit nous fournir les clés de tout. Et voici 3 millions de musulmans qui vivent en France et qui n'ont de possibilité de se réaliser culturellement, intellectuellement, politiquement, économiquement, artistiquement, qu'en se référant à l'islam. Et ils opposent l'islam, comme nous venons de l'entendre, à une société, des institutions qui éprouvent de la difficulté à entendre ce langage, pour les raisons que je viens d'indiquer. La société française, encore une fois, a assigné à l'expression religieuse une région déterminée, qui est celle de la conscience privée. Et le reste, c'est l'activité et l'affirmation du citoyen. Alors il faut dès l'abord s'interroger sur cet envahissement du terme islam qui ne nous autorise plus à parler de quoi que ce soit sans aller rechercher une explication ou des justifications dans l'islam. Que dit l'islam sur ceci? Or, l'islam est un mot abstrait. Tant qu'il n'y a pas de référence concrète pour le définir. Il nous faut des références concrètes pour le définir, pour saisir quelque chose. Et où sont les références concrètes
pour pouvoir nous y reconnaître dans ce que nous pouvons effectivement appeler l'islam. Les premières références concrètes, textuelles, c'est, on vous dira bien sûr, le Coran et la tradition prophétique. Et dès que l'on introduit ces deux références, croyez-vous donc que nous avons tout de suite un islam utilisable, opératoire, transparent, accessible à tous? C'est une immense illusion. Ça n'est pas possible du tout. Parce que ces deux références, qui constituent certes des références suprêmes dans la foi musulmane, demandent à être lues, demandent à être expliquées, demandent à être interprétées. Et qui va lire les textes? Qui va les interpréter? Eh bien, nous retombons dans la hiérarchie que je mentionnais tout à l'heure pour le christianisme. On dit que l'islam n'a pas d'église. Certes, il n'y a pas d'église organisée à l'image de l'église catholique. Mais il y a des oulémas, un corps religieux chargé justement de lire les textes sacrés et de définir à partir des textes sacrés une doctrine juridique, un droit, de définir les conditions de légitimation du pouvoir politique, exactement comme dans le cas du christianisme. Et nous voici donc renvoyés à qui? Au texte sacré ou bien à des hommes en chair et en os, et des hommes qui ont connu une formation universitaire académique, qui ont étudié la langue arabe, qui ont fait pas de la linguistique autrefois, mais qui ont fait de la grammaire, qui ont étudié l'histoire. Bon, alors nous voilà devant ce qui constitue la pensée islamique. La pensée islamique, c'est toute la littérature exégétique, la littérature juridique, la littérature historiographique, la littérature linguistique et tout un ensemble de disciplines que l'on apprend avec des maîtres. Et si on n'a pas acquis cette formation, pour accéder à ce que les oulémas appellent le grade de docteur, comme chez nous maintenant, il faut être docteur pour être professeur à l'université, ben là il y a des marches à suivre pour devenir docteur en sciences religieuses, ulum dinia. Et ça n'est pas n'importe qui n'a pas fait du tout ces études-là et ce parcours-là, qui peut prendre la parole pour essayer d'interpréter les textes. Et voilà quelque chose que l'on escamote complètement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, sous prétexte de démocratie et d'utilisation démocratique de l'autorité religieuse, tout le monde peut prendre la parole et dire l'islam dit que. Vous voyez, on revient à l'islam. C'est l'islam qui dit que. On revient à l'abstraction. Alors qu'autrefois, on disait Abu Hanifa, dans son enseignement, dit que. Et Abu Hanifa, c'est un maître parmi d'autres. C'est une école parmi d'autres, qui ne s'impose en rien de façon contraignante à tout le monde. Parce qu'il y a Malik qui dit autre chose, il y a Shafi'i qui dit autre chose, il y a les chiites qui disent autre chose. On m'a dit tout à l'heure qu'on a préparé pour vous un glossaire pour cette conférence, et que dans ce glossaire, on a introduit le mot ayatollah, ce qui est tout à fait normal. Il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
Eh bien, il s'est trouvé des jeunes pour venir dire il ne faut pas mettre ce mot ayatollah parce que vous faites une division de l'islam. Les chiites ne font pas partie de l'islam, c'est une secte. Voilà comment on parle de l'islam. Parler ainsi de l'islam, c'est signer une ignorance profonde de ce qu'est la pensée islamique. La pensée islamique du 7e au 13e siècle. Retenez la date de 1198. C'est tout à fait la fin du 12e, début du 13e. C'est la mort d'un grand penseur dont on connaît au moins le nom, à défaut de connaître sa pensée, c'est Averroès. Du 7e au 13e siècle, la pensée islamique est fondamentalement plurielle. Elle est fondée sur le débat. Vous savez l'importance du débat dans la démocratie. La démocratie aujourd'hui est fondée sur le débat. Et un débat libre. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui puisse imposer la position d'une école contre une autre. Il y a la confrontation des idées, et cette confrontation se fait dans un genre qui a fini par devenir un genre littéraire important dans la littérature arabe de ce temps-là. C'est le genre de la munazara. Munazara veut dire, en latin médiéval, la disputatio, c'est-à-dire disputer au sujet, discuter. Disputer en latin, ça veut dire discuter. Une controverse entre des gens compétents sur un sujet déterminé. Et c'est à l'issue de cette controverse continue que des positions se dégagent qui peuvent s'imposer ou qui peuvent disparaître. Et c'est ainsi, effectivement, que beaucoup d'écoles sont apparues et ont disparu parce que, pour des raisons diverses, je n'ai pas le temps de les analyser, n'ont pas pu imposer leur position. Alors il est très important de retenir cette situation pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la disputation, la munazara, a disparu. Et nous pouvons profiter du climat démocratique en France et dans les pays européens, où la disputation, le débat est le fondement de la démocratie, pour rétablir quelque chose qui a existé, où nous avons des références, la munazara, au sujet, justement, d'un problème qui est loin d'être clos, qui est le problème de l'interprétation des sources de la pensée islamique, de la lecture de ces sources, le Coran et le Hadith. Et ici, je reviens à ma comparaison et à l'histoire comparée. Cette situation où se trouve l'islam, de devoir se référer constamment au Coran qui fait autorité et aux traditions prophétiques, se retrouve exactement de la même façon chez les Juifs et chez les chrétiens. Parce que il y a là, pour les trois communautés religieuses, la même démarche pour établir les fondements de ce que les trois religions appellent la foi. Et je vous donne là aussi un exemple. Dernièrement, Jean-Paul II a pris une position au sujet de la permission qui était demandée pour que les femmes deviennent prêtres. Dans la religion catholique, elles ne le sont pas encore, elles n'ont pas encore ce droit, et l'Église anglicane, vous le savez, a décidé de recevoir des femmes comme prêtres, et
l'Église catholique, jusqu'à présent, le pape a décidé précisément que cela n'était pas possible. Quel a été le raisonnement du pape pour annoncer cette prise de position et la légitimer? C'est de dire que Jésus-Christ, qui est la source de l'autorité et de la foi en christianisme, n'avait pris autant de sa fonction d'enseignement que des hommes comme disciples. Et il n'appartient pas aux hommes de légiférer ou de changer une pratique qui a été instituée par l'autorité même de Jésus-Christ. Les musulmans raisonnent exactement de la même façon, en disant que toute position doit être légitimée par le retour au texte sacré. Bien. Ceci, mais je vous explique ici une procédure que l'on appelle en histoire de la théologie la situation, le mot est un peu compliqué, mais il faut quand même recevoir quelques mots compliqués quand on aborde ces choses-là. Ce qu'on appelle l'herméneutique. L'herméneutique, c'est une science, la science de l'interprétation des textes religieux. Alors, on peut dire que dans ces trois religions monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans se trouvent dans la même situation herméneutique par rapport au texte sacré. Bien. Dans cette période dont je parle, c'est-à-dire du 7e au 12e siècle, le pluralisme de la pensée islamique s'est traduit en particulier par l'existence à la fois d'une pensée philosophique fondée sur la philosophie grecque et d'une pensée religieuse théologique qui s'intéressait, comme je viens de le dire, essentiellement au texte sacré. Les deux existaient. Que va-t-il se passer après 1198, après la mort d'Averroès? Voilà un point important qu'il est absolument nécessaire de comprendre, de retenir, pour sortir des ambiguïtés et pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre l'histoire de la pensée européenne et l'histoire de la pensée islamique. Après la mort d'Averroès, les musulmans vont abandonner la philosophie. Averroès a été un très grand commentateur de la philosophie d'Aristote. Il était en même temps le plus grand magistrat de Cordoue, c'est-à-dire le grand juge de Cordoue, qui connaissait parfaitement la théologie et le droit musulman. Ce n'est pas un kafir, un infidèle, comme certains le désignent, sous prétexte qu'il avait étudié en même temps la philosophie. Au contraire, nous avons là un exemple d'un penseur musulman qui remplit totalement ses tâches et ses obligations de penseur musulman en faisant l'herméneutique des textes sacrés, mais qui en même temps s'intéresse à la philosophie, qui enrichit sa pensée, qui renforce sa pensée, et qui lui a fait poser des problèmes tellement importants que cet Averroès-là, qui échoue dans sa propre cité, qui est enterré corps et pensée dans sa propre cité, va connaître en Occident, à partir du XIIIe siècle, un très grand succès. Voilà un fait historique dont il faut rechercher l'explication. Comment se fait-il que les musulmans négligent, expulsent une pensée riche et plurielle, qui puise à des sources plurielles, et au même moment, saint Thomas d'Aquin, grand théologien catholique, va s'emparer de la pensée d'Aristote à travers les traductions faites de l'œuvre d'Averroès et assurer, il n'est pas le seul, assurer
à ce qui est devenu à la Sorbonne, à Bologne, à Oxford, dans toute l'Europe, latine et chrétienne, lui a assuré un succès tout à fait considérable. Voilà un point que les historiens n'ont pas étudié. Et un point que nous n'enseignons pas, comme je l'ai dit, aux étudiants qui font de la philosophie et de l'histoire de la philosophie, aussi bien du côté musulman que du côté occidental. Voilà un trou d'une ignorance cultivée et institutionnalisée dans les universités, institutionnalisée, ignorance, je le répète, institutionnalisée, puisqu'elle continue d'être appliquée, si je puis dire, dans les programmes et la division des départements, aussi bien du côté islamique que du côté occidental. Que se serait-il passé si les musulmans avaient continué la tradition philosophique en même temps que la tradition théologique, comme l'ont fait les Européens à partir du XIIIe siècle? Nous aurions connu une évolution à ce moment-là qui aurait pu être comparée à l'évolution que j'ai décrite au début pour la pensée européenne. Seulement ici, le problème se complique et il faut ajouter donc une correction à ce que je viens de dire. Si en Europe, la pensée novatrice qui va produire ce que nous appelons la modernité intellectuelle, la modernité critique, qui va critiquer la formation du droit, ce qui est essentiel, et qui va le critiquer au point de se dégager, comme je l'ai dit, de l'emprise du droit religieux pour instituer un droit positif, construit par des législateurs qui remettent le droit en question chaque fois qu'il est nécessaire, alors que du côté musulman, non seulement on ne fait pas cette critique-là, mais on va laisser le droit tel qu'il a été défini et élaboré entre le 7e et le 10e, 11e siècle, et depuis, on n'y a pas touché. Si bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit « nous allons restaurer l'application de la charia, de la loi religieuse dans les sociétés actuelles », cela veut dire que nous restaurons un droit et une loi religieuse dont l'élaboration est liée à la culture médiévale, à la pensée médiévale, à la grammaire au Moyen-Âge, à la rhétorique au Moyen-Âge, aux méthodes d'interprétation au Moyen-Âge, à l'historiographie du Moyen-Âge. Mais depuis toutes ces disciplines que je viens de nommer, il y a belle lurette que ça a changé. Alors vous voyez ici comment il s'est creusé quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce qui a donc permis aux Européens de poursuivre cette marche vers la modernité et de produire cette modernité qui fracasse aujourd'hui les cadres traditionnels de pensée de toutes les sociétés non européennes, de même qu'elle a fracassé les cadres de pensée traditionnelle religieuse à l'intérieur même de la tradition européenne. Historiquement, il a existé dans les sociétés européennes un phénomène qui n'a pas existé et qui n'existe pas encore dans les sociétés musulmanes. Ce phénomène, c'est la montée de ce que nous appelons la bourgeoisie marchande et ensuite la bourgeoisie capitaliste dans les sociétés européennes, bourgeoisie qui s'est constituée en classe dynamique, créatrice d'une histoire,
qui a pu se lever devant la classe dite du clergé et de la noblesse dans les sociétés européennes pour créer un vis-à-vis d'une force économique, d'une force politique, d'une force intellectuelle, d'une force culturelle devant le pouvoir que constituait l'Église. Et c'est la dialectique de ces deux forces qui a maintenu en Europe la marche vers ce que nous appelons la modernité et qui a produit les institutions que nous connaissons, alors que du côté musulman, depuis le Xe siècle très exactement, il y a eu un phénomène économique et social qui caractérise l'évolution économique et sociale des sociétés musulmanes. Ce phénomène a été décrit par les historiens, en particulier un historien qui s'appelle Miskawayh, au Xe siècle. C'est le phénomène que l'on appelle l'iqta' en arabe. L'iqta', c'est la concession des terres cultivables, cultivées par les paysans, à des généraux basés dans les cités pour les payer de leurs services rendus à l'État musulman califal. Alors vous voyez un peu, c'est comme les fermiers généraux à qui on a fermé la levée des impôts, et vous savez ce qui en a été. Ici, c'est la terre elle-même qu'on a ferme à des généraux qui n'ont rien à voir avec la paysannerie, ce qui va avoir des conséquences économiques et sociales tout au long de l'histoire, car le régime de l'Iqta' a été continué pendant l'Empire ottoman par les Ottomans sous le nom de Timar, et ça va durer pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à l'intervention du colonialisme européen. Voilà, c'est un élément explicatif parmi d'autres. Ça n'explique pas tout. Mais je vous donne cet élément pour vous dire dans quelle direction l'histoire comparée de la pensée islamique d'un côté et de la pensée européenne de l'autre doit être approfondie et enseignée à nos enfants et à nos jeunes de façon à cesser de parler de cette manière obscurantiste, je le dis, qui consiste à attribuer à un mot abstrait l'islam tous les maux de la terre et toutes les difficultés qui nous arrivent. Il faut sortir de là. Maintenant, il y a un troisième point à examiner dans cette confrontation entre pensée islamique et pensée européenne. J'allais dire occidentale, mais moi je fais une distinction entre Europe et Occident. L'Occident, pour moi, est un concept géopolitique, géoéconomique et géomonétaire aujourd'hui, absolument, qui est représenté par exemple, c'est un espace maintenant reconnu, le G7, le groupe des 7. C'est cela l'Occident. L'Europe, c'est l'Union européenne qui est en train de se construire. Et l'Europe, comme vous le voyez, et je viens de vous le montrer, a une histoire intellectuelle, une histoire culturelle, une histoire religieuse qui remonte jusqu'au Moyen-Âge et qui, comme je viens trop brièvement de vous le montrer, est indissociable, tout au moins jusqu'au XIIIe siècle, de l'histoire de la pensée islamique. Voilà un fait qui est un fait d'histoire. Ça n'est pas une demande de reconnaissance, ça n'est pas quelque chose que ont pris les Européens de bien vouloir reconnaître, non. Ils n'ont pas le choix, c'est l'histoire. Il se trouve que les musulmans ne connaissent pas cette histoire.
et que les musulmans, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veulent absolument se dissocier de l'histoire intellectuelle de l'Europe, en disant que pour eux c'est tout à fait différent, signent par une telle position leur ignorance de ce qui s'est passé dans l'espace méditerranéen, où ont circulé toutes les productions intellectuelles, scientifiques, culturelles, gérées par l'islam du 7e jusqu'au 13e siècle, puis par l'Europe, avec l'intervention du 16e au 19e siècle, avec l'intervention de l'Empire ottoman, avec toutes les luttes entre l'Empire ottoman et l'Europe, et vous voyez comment l'histoire de ce que nous appelons l'islam et de ce que nous appelons l'Europe est restée indissociable, soit par des confrontations militaires et politiques, soit par des échanges intellectuels et culturels, depuis l'émergence de l'islam jusqu'à nos jours. C'est cela la véritable histoire. Voilà pourquoi il est nécessaire de rouvrir la totalité de l'espace méditerranéen, au lieu de le diviser en deux, comme il l'a été du fait de la rivalité politique et militaire entre l'Empire ottoman et l'Europe ascendante à partir du XVIe siècle. C'est un fait d'hégémonie politique et militaire, avec l'Empire ottoman d'un côté et l'Europe ascendante de l'autre côté, qui a divisé en deux la Méditerranée et qui a fait que cette page d'histoire médiévale a été oubliée par les deux. Et elle reste oubliée, puisque dans nos programmes de la tête et dans l'organisation de notre enseignement, elle n'est pas encore établie. Mais lorsqu'on vous enseigne l'histoire de l'Empire ottoman, là aussi, on va vous renvoyer au département où il y a un professeur de turc. On ne va pas vous enseigner au département d'histoire. Vous voyez les choses qui se sont passées et nous vivons sur les situations créées par ces ruptures arbitraires sous le signe de deux volontés hégémoniques qui voulaient contrôler les routes du commerce de la Méditerranée et qui par là ont divisé la Méditerranée, qui se trouve encore plus divisée, contrairement aux espérances qui avaient été nourries dans les années 50 et 60, encore plus divisée qu'elle ne l'a jamais été. Voilà un problème que je n'ai pas le temps de traiter, vous voyez. Il faut le traiter. Malheureusement, il n'y a pas d'espace pour le traiter. Cet espace que vous nous offrez ce soir, regardez ce magnifique public, ça se passe une fois tous les ans, par hasard. Mais c'est dans toute la France que ces échanges devraient être institués. Pour penser les lacunes des programmes scolaires, pour compenser les lacunes du conservatisme universitaire, je le dénonce parce que je suis dedans, qui ne veut pas contribuer connaissance et d'information scientifiquement contrôlée à apporter les réponses nécessaires à une société qui éclate de partout. Dont nous nous réjouissons qu'elle soit plurielle et démocratique. Le pluralisme est une chance, c'est un enrichissement. Bagdad au Xe siècle était comme Lyon aujourd'hui, du point de vue de la diversité des groupes ethniques, des langues, des cultures qui étaient représentées dans le même espace urbain.
Et oui, aujourd'hui, l'Algérie est devenue homogène. 90 sont sinon 100%. Bon, il y a des Mozambiques parce que, oui, sont sunnites, comme disent certains, et maléfiques. Maléfiques, pas les autres écoles. Et les minorités de le Mozambique et Ibadite, qui est une école qui a survécu dans des conditions difficiles. L'humanité d'une société, elle est négative pour la société. J'ai entendu avant-hier à Bruxelles poser d'un Polonais, un journaliste polonais, où la société est également catholique à 95%. Tout à fait homogène. Mais il se plaignait de cette situation. Elle n'est pas bénéfique. Et pourtant, quand il y a pluralisme, il y a confrontation, il y a la monarvala s'enrichit, et il y a progrès, intensification, parce qu'il y a des objections qui surgissent de chaque groupe ethnoculturel, linguistique, etc. Donc il faut voir ça et gérer ça avec beaucoup d'optimisme, mais comme une réalité positive, pas négative. Malheureusement, encore une fois, nous n'avons pas les moyens nécessaires, les espaces nécessaires, les institutions nécessaires. Ce genre d'échange ne se fasse pas par hasard, mais de façon organisée, voulue, et correspondre à une politique de la culture et à une politique de la vie actuelle de ce pays et des autres pays européens. Et il faut l'espérer aussi de l'autre côté, la même chose doit venir bien entendu. C'est cela, l'horizon historique qui doit s'ouvrir devant nous. Alors, il faut que je vous dise quand même, pour terminer, je ne sais pas qui l'a dit, et combien j'ai pas. Il faut que nous parlions un peu de la modernité. Parce que je vous ai dit, sur la modernité, pourrait être considérée comme une référence à un modèle de pensée, modèle intellectuel, auquel il suffit de se référer pour qu'on s'en sorte et qu'on résolve nos problèmes. Aujourd'hui, la modernité elle-même est remise en question. Elle est écrite par les philosophes, elle est critiquée par les sociologues, et critiquée plus encore par les anthropologues. Or, l'anthropologie est une discipline neuve, peut enseigner et peut représenter encore dans les universités françaises, tout au moins quand on compare l'état de l'enseignement de l'anthropologie et l'état de son enseignement aux États-Unis. J'ai constaté à travers mes contacts avec les publics français divers que quand je prononce le mot anthropologie, la plupart des auditeurs ne savent pas exactement ce que c'est et de quoi s'occupe l'anthropologie. Mais qu'est-ce qui distingue l'anthropologie de l'ethnographie? Et qu'est-ce qui distingue l'anthropologie de l'ethnologie? Nous connaissons bien le nom de Lévi-Strauss en France, qui est un illustre maître de cette discipline anthropologique, mais qui lit Lévi-Strauss en France, qui connaît la pensée et anthropologique de Lévi-Strauss, pour en tirer des outils de réflexion
qui permettrait de gérer ce pluralisme ethno-culturel qui est dans l'Est de France et dans toutes les villes de France. Alors je vous conseille parce que je n'ai pas le temps évidemment de vous faire un exposé là-dessus. La Selle sauvage, si vous ne l'avez pas encore lu, un livre de Lévi-Strauss, regardez ce titre, La pensée sauvage. Sauvage, il veut sauvage au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire des gens non civilisés, complètement. Non. C'est la pensée qui n'a pas subi les disciplines développées première l'écriture. Parce qu'il y a une opposition entre les cultures qui utilisent l'écriture et les cultures qui n'ont d'écriture, qui n'utilisent pas l'écriture. Et nous opposons l'écriture à l'orature. L'orature. Et oui, voilà un mot très joli d'ailleurs, très beau en français, et qui veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont nous expliquer comment fonctionnent les sociétés africaines encore aujourd'hui, parce que ce sont des sociétés qui ont été faites en un temps très resserré par l'intervention de la culture liée à l'écriture, alors que toute leur tradition est fondée sur l'oral. Et ceci se trouve même au Maghreb, seulement l'Afrique qui est au sud du Sahara. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui nous satisfaire de tout ce que je viens de vous raconter au sujet de la comparaison de la pensée islamique et de la pensée européenne, parce que les deux sont fondés sur l'écriture. Et ils sont sur l'écriture au double sens de ce mot. L'écriture comme écriture sainte, livre où se trouve recueillie la parole de Dieu à laquelle, je vous l'ai dit, continuez de référer, et les juifs, et les chrétiens, et les musulmans. Aujourd'hui, c'est au nom de cela qu'ils réclament leur différence devant la République, qui est plus référée à ces écritures, mais veut référer à un corpus de qui est lié à la République constitutionnelle. Le corpus de la République constitutionnelle, avec tout ce qui en dérive. Et vous voyez comment l'anthropologie nous explique la vérité fonctionnelle et de portée idéologique, dans la mesure où elle est arbitraire et n'est pas son vis-à-vis, qui est l'orature. Elle ne reconnaît le vis-à-vis qui est l'orature. Jusqu'en 1870, en France, plusieurs provinces françaises parlaient des dialectes locaux. C'est l'enseignement gratuit, obligatoire, laïque, qui va éradiquer les dialectes, c'est-à-dire l'orature, pour la remplacer sur tout le territoire français par l'écriture, un enseignement décidé au niveau de pour unifier la nation, aux conceptions de l'écriture, donc de la culture, qui est elle-même dans l'État. Lisez un livre, deuxième livre, de Jacques Goudy, qui est un anthropologue, G-O-O-D-Y, lettre publiée au Presse universitaire de France, qui s'appelle L'oral et l'écrit. Et il va vous expliquer beaucoup de choses que nous escamotons
que nous ignorons, précisément quand nous parlons non seulement des religions, mais aussi de cette philosophie que nous qualifions de moderne et qui est base de nos institutions, encore une fois, modernes, démocratiques, etc. C'est donc par l'anthropologie que nous sommes invités et forcés de réviser les définitions sur lesquelles nous vivons et qui liées par la considération d'une seule culture, celle qui est fondée sur l'écriture. Et en attendant l'élimination définitive, et en travaillant pour l'élimination définitive de tout ce qui est lié à l'autre manière de faire vivre les cultures dans les sociétés et qui est lié à l'orature. Et donc, dans ce combat entre l'orature et l'écriture, les religions, que nous appelons les religions du ont précédé les républiques modernes. Parce que les religions du livre ont lu contre le polythéisme, dont je vous le disais tout à l'heure, qu'il représente une référence culturelle extrêmement importante, mais qu'on ne peut reconnaître que crée les conditions justement de regarder le religieux simplement comme une modalité de la culture et non pas comme un modèle obligatoire qui doit produire et contrôler toutes les formes de la culture, les formes de régime politique, etc. Voilà le problème qui appartiennent au stade actuel de la raison scientifique. Le stade actuel de la raison scientifique ne peut pas être comparé au stade de la raison que nous appelons des Lumières. La raison des Lumières est un moment important dans l'histoire de la pensée. Mais c'est un moment qui, historiquement, devient insuffisant pour gérer ce pluralisme que les sociétés, toutes les sociétés, n'ont commencé à connaître pratiquement qu'après 50, 60 et 70. L'immigration, qui est tellement problème aujourd'hui en France, n'avait pas atteint le degré qu'elle a atteint, en particulier après les années 60, lorsqu'on a ouvert la possibilité du regroupement pour les immigrés qui se trouvaient en France. Certes, il a existé une immigration italienne et espagnole dans les années 30 en France, mais elle n'est pas du tout de même nature que les immigrations qui existent aujourd'hui, non seulement dans les sociétés, mais dans toutes les sociétés. En Asie, en Amérique, nous voyons toujours des mouvements tout à fait inédits dans l'histoire des sociétés. Donc, à situation historique nouvelle, intellectuelle et scientifique, avec de nouveaux moyens. Et ces nouveaux moyens ne peuvent pas être dans la pensée du XIXe siècle. Ni encore moins exclusivement dans une certaine conception de la raison des Lumières, telle qu'elle est encore dans l'esprit de beaucoup de Français et de beaucoup d'Européens. Ceci dit, bien sûr, si nous faisons appel aux Européens pour faire cet effort d'avancer vers une autre, il est évident, et a fortiori, que nous devons lancer cet appel à toutes les sociétés musulmanes, ou qui se réfèrent à l'islam, qui est inéluctable du point de vue historique, que les problèmes que je viens d'exposer devant vous, les conflits intellectuels, les conflits d'idées,
les formes d'organisation de la cité des hommes viendront et viennent déjà à discussion dans les sociétés musulmanes. Et en Algérie, c'est ce qui est en train de se passer, malheureusement, sont tragiques. Hélas, des choses humaines passent tout par la violence lorsqu'il s'agit d'un système symbolique à un autre symbolique pour légitimer leur existence. Alors, une symbolique, fonction symbolique, je viens de prononcer un autre qui mériterait à lui seul une longue conférence. Et vous voyez que votre espace, Monsieur le maire, doit s'ouvrir communément à des échanges de ce type. Donner un exemple précisément à vos envoyés, pourquoi pas, à toute la France, pour qu'il y ait plus de conscience d'un travail à se faire au niveau national, et par le niveau national au niveau européen, pour s'attaquer à ces problèmes dans les modèles cachés, qui nous sont cachés, foncément adéquats. Les profondeurs des mécanismes de la pensée, tels qu'ils ont été mis en place des générations, et qui, sans une critique radicale, neuve, audacieuse, intellectuelle et scientifique, continueront à produire des effets neufs et douloureux dans un grand de ville de France, comme hélas nous le voyons, et comme il est possible de ne plus le voir si véritablement le pouvoir public de traiter ces problèmes uniquement par des initiatives politiques savantes qui jouent leur rôle et qui n'atteindront véritablement le fond du problème que si l'éducation nationale s'y met, que si le ministère de la Culture s'y met. C'est une exigence, je crois, du marque que nous abordons, non seulement sur le terrain, mais je le crois profondément, dans cet esprit méditerranéen, fracassé, fragmenté, mais qui finira, j'en suis à cause de ces demandes qui montent de partout, par se remembrer intellectuellement, naturellement, pour redevenir cet espace de circulation libre des esprits, de la créativité. Merci pour votre attention.